Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la forme du contrat, au formalisme. Deux types de formalisme existent. En premier, le formalisme exigé à titre de validité et en second, le formalisme exigé à titre de preuve. Du premier dépend la validité même du contrat, alors que pour le second, la forme du contrat permettra à l'une des parties d'apporter plus facilement la preuve de l'existence du contrat en cas de besoin. C'est là la différence entre le formalisme ad validitatem et le formalisme ad probationem. Commençons tout d'abord par le formalisme exigé à titre de validité. Rappelons tout d'abord que le principe est celui du consensualisme. L'article 1113 du Code civil nous dit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Le contrat est donc par principe consensuel, donc formé par le simple échange de volonté, par le consentement, l'accord exprimé par les parties, soit par une déclaration, soit par un comportement non équivoque. Cependant, des exceptions existent, motivées principalement par un besoin de protéger celui qui s'engage, de lui faire prendre conscience de l'ampleur de son engagement. Le contrat ne sera donc plus consensuel, mais solennel. L'article 1109 du Code civil nous dit ainsi que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Enfin, le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Parmi les formes déterminées par la loi, la première peut être un simple écrit ordinaire, nécessaire sous peine de nullité, tel qu'il sera alors précisé dans l'article concerné. Également, la loi peut laisser le choix entre soit un acte authentique, soit un acte sous signature privée. Enfin, le législateur peut exiger un acte authentique. Ce sera le cas, par exemple, de la donation, en accord avec l'article 931 du Code civil, acte dans lequel une partie appauvrit son patrimoine au bénéfice d'une autre partie. Ou encore, pour les contrats de mariage, comme nous l'indique l'article 1394, la forme authentique est nécessaire pour la validité du contrat de mariage. Passons ensuite au formalisme exigé à titre de preuve. On rappellera un certain adage, il revient au même de ne pas exister et de ne pas être prouvé. En ce qui concerne la charge de la preuve, l'article 1353 du Code civil nous dit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour ce qui est de la forme de la preuve, l'article 1358 dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Enfin, l'article 1359 du Code civil nous dit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Alors, le décret, il fixe actuellement le montant en question à 1 500 €. Au-dessus de cette somme, un écrit est donc nécessaire pour prouver l'acte juridique. Il s'agira également d'une preuve préconstituée, donc établie avant tout litige, avant toute contestation. De plus, comme nous le dit l'article, pour ces actes juridiques, il ne pourra être prouvé outre ou contre l'écrit par des témoignages, par exemple, ou des présomptions, ne sera recevable comme preuve qu'un autre écrit sous signature privée ou par acte authentique.
Cela est différent en matière commerciale, puisque l'article L110-3 du Code de commerce nous dit que, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ainsi, le consommateur pourra prouver par tout moyen dans le litige qui l'oppose au commerçant. En revanche, le commerçant, lui, sera soumis aux dispositions du Code civil à l'égard du consommateur. Il y a donc un déséquilibre en faveur du consommateur. Un mot un instant de la preuve électronique, qui est de plus en plus courante. L'article 1366 du Code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Que se passe-t-il en cas d'impossibilité de préconstituer une preuve par écrit ? L'article 1360 dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article précédent en question était celui concernant les actes juridiques d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 €. L'impossibilité morale, par exemple, peut se retrouver dans le cas d'un prêt d'argent à un membre de sa famille ou faire établir un écrit pour prouver peut être socialement délicat. L'écrit peut également avoir été perdu par force majeure. Par exemple, si votre maison brûle et que ce n'est pas de votre fait, vous n'avez pas mis le feu volontairement, et avec elle brûle votre unique exemplaire du contrat écrit. Dans ce cas, l'écrit a été prévu par force majeure. Qu'en est-il de la copie de l'acte ? L'article 1379 du Code civil nous indique que la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins, est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable, jusqu'à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Donc vous voyez qu'il y a quand même des règles assez strictes, on va dire, concernant la copie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée et de bons partiels.